journal sur la télévision panafricaine. Dans un instant, les titres. Au Sénégal, présidentielle, pluie de réactions après l'annonce de Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat. Sur le plan international et même local, le ton général est aux félicitations venant des chefs d'institution qui saluent la bravoure du président sénégalais. À suivre dans ce journal, la réaction de l'opposition qui a décidé de rester sur ses gardes. Et puis en France, Guillaume Soro dans de sales draps. L'ancien Premier ministre du gouvernement d'Alassane Ouattara est accusé d'être le commanditaire de l'enlèvement, de l'assassinat d'Ibrahim Koulibaly, un ex-chef rebelle ivoirien. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la vitrine. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au Grand Journal sur la télévision panafricaine. Nous l'annoncions en titre après l'annonce de Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat. Des pluies de réactions se succèdent sur la toile. Sur le plan international, le ton est aux félicitations venant des chefs d'État. L'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, salue une grande intelligence politique de la part du président Macky Sall ainsi que le Sénégal qui reste un porte-flambeau dont la flamme éclaire le continent, a-t-il écrit dans son compte Twitter. Son successeur élu en 2021 au Niger, le président Mohamed Bazoum, formule le vœu que cette décision mûrement réfléchie apaise définitivement le climat politique dans ce pays frère. Et donc après un long entretien téléphonique avec son grand frère, le président Macky Sall, le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo salue une décision courageuse de grand homme d'État avant d'ajouter: on peut succéder à Macky Sall, mais il est difficile de le remplacer. Le président de la commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, exprime son admiration après avoir privilégié l'intérêt supérieur du Sénégal et donc de préserver le modèle démocratique sénégalais. Le secrétaire général de l'ONU lui a dit une telle décision constitue un exemple très important pour son pays et le reste du monde. Dans ce concert d'éloges, le Congolais Martin Fayoulou, candidat malheureux à la présidentielle en RDC en 2018, veut croire à une source d'espoir pour ce pays en cette année d'élection présidentielle, notamment la RDC. Puis ce discours de haute portée politique et symbolique inspirait tous les leaders africains. Nous, Congolais, devons méditer de cet acte historique empreint de courage, de lucidité, d'éthique, de dignité et de patriotisme. La star internationale de la chanson, homme d'affaires et politique sénégalais Youssou N'Dour a affirmé un président de la République qui organisera sans y participer l'élection de son successeur. Ce sera une première dans notre histoire commune. Un très grand président tu l'es, un chef d'État comparable tu le resteras, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Et voilà donc les différentes réactions des chefs d'institutions après l'annonce de Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat du côté du Sénégal. Et donc l'opposition sénégalaise, elle également, s'est exprimée. Notre son de cloche a donc accompagné l'annonce de la non-candidature de Macky Sall. Et donc Aminata Touré, ex-ministre du gouvernement de Macky Sall, qui avait démissionné il y a de cela quelques mois, a exigé du président qu'une enquête soit mise sur pied pour déterminer les commanditaires des tueries, notamment l'enquête des 16 personnes tuées. Je vous propose d'écouter cet extrait d'Aminata Touré, qui elle était ancien Premier ministre sous l'ère bien sûr Macky Sall et qui a décidé de rejoindre l'opposition. On l'écoute. Vraiment di sargal sunu jeunesse bi, di sargal sunu diaspora bi, di sargal tous les démocrates du Sénégal ndax tey bu président Macky Sall mujjee nag li tubaab naan jeter l'éponge maanaam nangu ne mënta def troisième mandat ndax constitution bi mayu ko dafa fekk mu am ñu amoon taxawaay bi war muy fii ci Sénégal góor ñi jigéen ñi mais surtout notre jeunesse ak diaspora bi ñoom lay njëkk sargal ci maanaam jéego bi nga xam ne mooy première victoire bi nga xam ne am nañu ko di aussi vraiment féliciter aussi les journalistes parce que journalistes yi aussi
indi nañ ci vraiment contribution bu am solo jàpp nañ leen ci sonal leen ci tëj ab télévision lëmm donc ñoom ñëpp vraiment lii aussi jéego bii nga xam ne tax na président Macky Sall bàyyi li mu bëggoon a def mooy 3e mandat bi ñoom seen loxo ñoom ñëpp ñu ngi ci biir donc ñu ngi leen ci ndokkeel di leen sargal waaye nag yëf yi jeexul ndax il faut que président Macky Sall aussi bàyyi ñëpp doon ay candidat maanaam candidature inclusive ñëpp mën a bokk bu ko defee bu doon élection yoo xam ne sénégalais yi dinañ déglu programme yi tànn ki nga xam ne moom la ñu bëgg mu jiite leen war nañu aussi taxaw mobiliser pour que xale yi nga xam ne ñu ngi ci kaso bi ñu libérer leen ñoom ñëpp et puis aussi président Macky Sall ñu indi ko ba mu mën a leeral li nga xam ne mooy xale yi ñu jot a boom te fukk ak juróom-benn ñàkk ci seen bakkan loolu commission d'enquête bi nga xam ne newoon na ne dana ko teg moom la ñuy xaar très rapidement pour ñu wax ni xale yooyu ñana leen rey ak ñana santaane ñu rey leen ba noppi nag moom it mu ëlbateku jël ay dispositions pour que ñu am élection yu mucc ayib élection yu transparente kon nag maa ngi ndokkale tous les démocrates voilà tous ceux qui ont résisté ba ñu indi ndam lii waaye jeexagul tey la ñu war a gën a mobiliser wu ni ma ko waxee pour que président Macky Sall bañ a doon ki nga xam ne mooy tànn ay candidats am bàyyi ñëpp bokk ñu am élection yu libre mu libéré xale yi bu ko defee démocratie Sénégal continuer yoonam continuer gën a dëgër continuer gën a law vraiment loolu moo doon message bi nga xam ne bëggoon naa ko bokk ak yéen. jërëjëf. Voilà, c'était donc la réaction d'Aminata Touré, ex-première ministre du Sénégal, qui elle avait décidé donc de rejoindre l'opposition, pensant bien sûr que Macky Sall allait briguer un 3e mandat. Et donc dans cet extrait que nous avons donc diffusé, elle exige du président Macky Sall de faire une enquête qui détermine donc les commanditaires des tueries des 16 personnes. C'était donc lors du procès voilà, qui a condamné l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme au début du mois de juin dernier. Chez nous l'annoncions également en titre en France, Guillaume Soro, dont de sales draps. Un juge d'instruction parisien a donc désigné pour enquêter sur l'assassinat en avril 2011 d'Ibrahim Koulibaly, un ex-chef rebelle ivoirien dans lequel sera impliqué l'ex-premier ministre Guillaume Soro et son entourage. Et donc, c'est une procédure calomnieuse et politique opportunément initiée en mai 2020. Près de 9 ans après les faits et à quelques mois de l'élection présidentielle ivoirienne, nous contestons très vivement cette tentative de réécriture mensongère de l'histoire, a donc réagi l'avocat de Guillaume Soro, maître Robin Binsar. Et donc, dans cette plainte dévoilée à l'époque, Guillaume Soro était notamment présenté comme le commanditaire de l'enlèvement, suivi de la torture et de l'assassinat d'Ibrahima Koulibaly, dit IB, le 27 avril 2011. La plainte dénonçait également la mort d'Ivoiriens lors des combats entre factions rivales en juin 2004 à Boaké et Korogo, dont sont accusées les forces nouvelles de Guillaume Soro, aujourd'hui âgé de 51 ans et en exil du côté de la France. En dépit des soupçons sévères qui pèsent sur lui dans différentes affaires, Guillaume Soro a pu trouver en France un accueil chaleureux et franchement confortable, dénonce Clara Hens Mollier, juriste au cabinet Ancil Avocat dirigé par maître Joseph Breham, l'un des avocats qui a déposé la plainte. Chef de la rébellion qui contrôlait la moitié du nord de la Côte d'Ivoire dans les années 2000, Guillaume Soro avait été militairement Alassane Ouattara, a accédé au pouvoir lors de la crise post-électorale de 2010-2011 face au président sortant Laurent Gbagbo qui refusait d'admettre sa défaite. Guillaume Soro était devenu le premier chef du gouvernement d'Alassane Ouattara avant une rupture début 2019 en raison, selon les observateurs, des ambitions présidentielles de Guillaume Soro. En exil, a donc été condamné à 20 ans de prison en 2020, puis à perpétuité en 2021 pour atteinte à la sûreté de l'État. Début mai, il a affirmé sur sa chaîne YouTube qu'aucune raison ne l'empêcherait d'être candidat à la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire, prévue en 2027. Direction à présent le Soudan du Sud avec le président Salva Kiir qui a donc promis mardi dernier que les élections déjà repoussées et dorénavant prévues
l'an prochain se tiendront comme prévu et qu'il allait concourir à la présidentielle. Salva Kiir, un important chef de guerre, est le seul président qui est connu du Soudan du Sud depuis qu'il a conduit le pays à l'indépendance en 2011. Le plus jeune pays du monde est allé depuis de crise en crise et ne tient ensemble que grâce à un fragile gouvernement d'unité nationale créé après un accord de paix entre Kiir et le vice-président Riek Machar. Après une période de transition, des élections devraient donc se tenir en février 2023. Mais le gouvernement n'a pour l'instant pas respecté des clauses essentielles de l'accord entre Kiir et Machar dans la rédaction d'une constitution. J'apprécie le soutien à ma candidature présidentielle de 2024, a donc déclaré ce dernier à des membres de son parti, le SPLM, évoquant un événement historique. Nous sommes engagés à mettre en œuvre les chapitres de l'accord de paix rafraîchi et l'élection se tiendra en 2024. Aucun autre candidat ne s'est déclaré pour l'instant, mais son ennemi historique Riek Machar le fera sûrement, à en croire les analystes. En août, les deux leaders avaient prolongé leur gouvernement de transition de 2 ans au-delà de la date prévue, évoquant certaines difficultés à mettre en œuvre leur accord de paix. Le Soudan du Sud, un des pays les plus pauvres au monde, malgré d'importantes réserves pétrolières, a passé presque la moitié de son existence en guerre. Près de 400 000 personnes ont péri dans une guerre civile de 5 ans, jusqu'à ce que Kiir et Machar signent la paix en 2018. Depuis, le pays a subi des inondations, la fin de nouvelles violences et des querelles politiques à mesure que les promesses de l'accord de paix tardaient à se matérialiser. L'envoyé spécial de l'ONU au Soudan a prévenu en mars 2023 que 2023 était une année à quitte ou double pour le Soudan du Sud, appelant à des élections inclusives et crédibles en 2024. On va refermer cette édition du Grand Journal avec une information concernant la Russie et l'attaque de drones. Russie qui dénonce donc un acte terroriste. Au total, 5 drones ont été abattus près de Moscou mardi dernier, perturbant notamment l'aéroport de Vnukovo. Aucune victime ni aucun dégât n'ont été constatés. La Russie a dénoncé un acte terroriste du régime de Kiev après une attaque de 5 drones visant des sites près de Moscou et dans sa région qui a perturbé le fonctionnement de l'aéroport international de Vnukovo. Ce matin, on a empêché une tentative du régime de Kiev de commettre un acte terroriste avec 5 drones visant des sites dans la région de Moscou et à l'extrémité de la capitale russe, a donc déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. 4 drones ont été détruits par la défense antiaérienne près de la capitale. Le 5e a été neutralisé par des moyens de guerre électroniques avant de s'écraser dans la région de Moscou, selon la même source. L'attaque n'a pas fait de victimes ni de dégâts, a souligné le ministère. Selon les services de secours cités par l'agence de presse publique RIA Novosti, l'un des drones a été neutralisé près de Kubinka, situé à une quarantaine de kilomètres de l'aéroport moscovite de Vnukovo, dont le fonctionnement a été brièvement perturbé en raison de l'attaque. L'aéroport, où plusieurs vols ont été redirigés vers d'autres aéroports dans la matinée, a repris son travail selon l'agence russe de transport aérien. Et après donc l'attaque, la diplomatie russe a dénoncé un acte terroriste de Kiev, une tentative du régime d'attaquer une zone où sont situés des sites d'infrastructures civiles, y compris un aéroport qui accueille à propos des vols internationaux. C'est un nouvel acte terroriste, a donc déclaré sur Telegram la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. On va rester sur cette actualité et recevoir dans ce journal notre invité. Il s'agit de Gamal Adina qui s'exprime bien sûr sur ces drones qui ont été neutralisés du côté de la Russie. La Russie qui qualifie d'acte terroriste ce mouvement initié par Kiev. Alors bonsoir à vous Gamal Adina. Quelle analyse faites-vous de cette actualité concernant la neutralisation de 5 drones venus bien sûr attaquer Moscou? Bonsoir une fois de plus. Bonjour, donc merci pour l'invitation pour commencer. Concernant cette rumeur selon laquelle Prigojine serait en Biélorussie ou serait resté en Biélorussie,
Évidemment, elle a été assez rapidement démentie, ce qui semble confirmer ce que j'avais expliqué il y a quelques temps, que cette opération qu'on a appelée donc coup de force ou tentative de coup d'État, qui n'a jamais été d'ailleurs de la part de Prigojine un objectif, puisqu'il n'en a pas parlé, il a parlé juste de faire une marche pour la justice, ça semble-t-il, il n'était pas du tout dans une démarche de coup de force. Eh bien, il semblerait qu'il soit à Moscou, ça semble confirmé par les autorités de Biélorussie, de la part de Loukachenko, qui est un homme qui dit quand même des choses assez sérieuses, et que les Russes ont confirmé de leur côté que Prigojine n'était d'abord pas poursuivi, puisque ce qui avait été intenté contre lui a été levé, évidemment, et surtout a récupéré son argent pour payer ces fameuses forces Wagner, et puis clairement, parce que si ça avait été un homme qui était à l'origine d'un coup de force, il aurait été passé par les armes, ou au minimum jeté en prison et jugé. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la question de Prigojine comme étant un homme qui aurait tenté de prendre le pouvoir par la force ne tient pas la route. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, ça déconstruit complètement le récit occidental qui consiste à prétendre qu'il y aurait une tentative de coup d'État en Russie. Je pense que l'opération a été rondement menée, que les hommes qui sont à la manœuvre, que ce soit Poutine, Prigojine, Shoigu ou encore Gerasimov, pour prendre les quatre protagonistes les plus importants, aidés d'un Loukachenko qui était évidemment dans le secret, eh bien, cette opération d'enfumage, littéralement, cette opération de manœuvre politique, a porté ses fruits, puisque, parallèlement à cela, les Ukrainiens ont cru avoir une fenêtre de tir, n'en ont pas vraiment profité, et les offensives qu'ils ont tentées ont été assez calamiteuses, on le sait aujourd'hui, les pertes sont conséquentes, et on se rappelle aussi surtout une chose, c'est qu'aujourd'hui, sur les plateaux TV occidentaux, sur les journaux de la presse occidentale, ils parlent d'échecs, ils parlent de gel du conflit, ils parlent de contre-offensive qui n'a pas porté ses fruits, de pertes considérables, d'incapacité chronique à pouvoir alimenter la guerre. Bref, ils commencent à aller sur le chemin, sans doute, je pense, de négociations qui sont en train d'être en sous-main discutées à Washington. Donc la question de l'Ukraine va être, je pense, je l'espère du moins, réglée de façon politique, c'est facile, de façon négociée, parce que sur le terrain militaire, non seulement la contre-offensive est un échec patent, mais surtout parce que la partie russe commence sans doute à manœuvrer pour peut-être elle aussi prendre son avantage. Mais il n'en demeure pas moins là encore que la question d'un coup d'État, d'un coup de force en Russie de la part de Prigojine, je pense, était une opération d'intoxication afin de faire croire qu'il y avait un trouble dans l'instance russe. Tout était parfaitement en ordre, preuve en est d'ailleurs. Très rapidement, chacun a trouvé sa place et tout le monde y a trouvé son compte. Donc Prigojine n'est pas inquiété, on l'a compris. Il est en Russie, c'est évident, c'est sa terre. Et ne perdons jamais vu une chose, c'est que c'est quelqu'un qui est ami de Poutine depuis au minimum 10 ou 15 ans. Donc je vois difficilement une amitié rompre à la faveur d'un pseudo coup de force qui n'a même pas eu lieu finalement. Mais ça a permis d'éviter des coups comme on l'a connu en octobre 17 lorsque la révolution d'octobre intervient. Et bien, ça fait perdre la guerre à la Russie à l'époque contre les Allemands. Et surtout en 91 lorsqu'il y a ce coup d'État avorté qui fragilise considérablement ce qui était à l'époque l'URSS. Et qui deviendra par la suite la Fédération de Russie avec tous les États indépendants de la Russie. Donc tout ça donne à penser, je pense que c'est un coup de semonce destiné à réveiller la conscience collective de la population russe et surtout à ne pas tomber dans le piège d'un Occident qui avait espéré une déstabilisation de l'intérieur. Sur Prigojine, on l'annonçait donc du côté de la Biélorussie alors qu'il se trouverait bien sûr du côté de Moscou, mais on revient vers vous pour que vous nous parliez voilà, de cette actualité concernant les 5 drones ukrainiens qui ont donc été neutralisés par Moscou. Moscou qui parle donc d'un acte terroriste. Alors quel commentaire est-ce que vous faites de cette actualité ? Alors bien évidemment, à la suite de ces différentes informations consécutives à l'idée qu'il y avait eu un coup de force en Russie, on se rend compte aussi là encore que côté des forces ukrainiennes qui n'ont pas d'appui aérien, c'est la chose qui leur manque le plus, qui ont très peu de renseignements, pas d'appui aérien, qui ont laissé largement le temps aux Russes de préparer des lignes de défense extrêmement difficiles à franchir, et quand bien même elles seraient franchies, c'est pour aller où on ne sait pas, puisque de toute façon c'est quasiment une opération de suicide, puisqu'une fois que vous dépassez le Dniepr et qu'il y a une réaction violente du côté russe, il est difficile de partir de façon désordonnée et même de prendre la fuite en traversant un fleuve sans être bombardé. Donc le fait de ne pas avoir d'espace aérien interdit donc aux Ukrainiens d'espérer une quelconque victoire sur le terrain, si ce n'est peut-être de perdre beaucoup d'hommes et beaucoup de matériel. Par contre,
on se rend compte que lorsque le rapport de force est largement disproportionné en faveur de la Russie, eh bien, ce qui reste aux Ukrainiens, c'est la dernière chance qu'ils ont, c'est simplement de tenter des coups de force par des actions qu'on qualifierait ici de terroristes. Qu'est-ce que c'est que des actions terroristes? C'est de faire sauter des bombes, ciblées, certainement, des assassinats ciblés, mais des bombes tout de même, de faire sauter des bombes sur les ponts, d'attaquer avec des drones suicides des villes comme Moscou récemment, même si l'opération était un échec, et de tenter d'éliminer des personnels politiques du plus haut poids, en l'occurrence, ça vient d'être évoqué effectivement, en Crimée, le président de la Crimée. Pourquoi? Parce que la symbolique serait plus forte et l'impact sans doute faible, mais dans tous les cas de figure, une façon de dire que puisqu'on n'est pas capable de gagner sur le terrain militaire, on peut gagner sur le terrain des actions, des coups tordus, comme on dit, des actions terroristes, des assassinats ciblés, des volontés de déstabiliser par le haut. Alors évidemment, ça ne portera pas, déjà ça n'a pas abouti, puisque les forces de sécurité russes ont fait le travail, et sont très bien renseignés, parce que la question ukrainienne, c'est pas simplement que la Russie puisse être trahie par les Ukrainiens, évidemment, des Ukrainiens pro-russes, mais c'est que les Ukrainiens peuvent être trahis par des Ukrainiens pro-russes aussi de l'autre côté. Donc il y a des pro-ukrainiens d'un côté et des pro-russes de l'autre, et que les trahisons sont possibles des deux côtés. Le rapport de force étant très défavorable à l'Ukraine, qui est donc aujourd'hui incapable d'aligner plus de 150 000 hommes sur le terrain du combat, passe par des opérations déguisées, des opérations un peu en sous-main, des opérations d'attaques ciblées, d'attaques terroristes, et puis surtout ce qu'on appelle des guerres asymétriques. Donc l'impossibilité d'obtenir sur le terrain militaire des résultats conséquents passera nécessairement par ce qu'on appelle la guerre, donc la guérilla, les guerres d'attentats, les guerres de terroristes, et puis surtout des guerres qui ne sont pas frontales. L'Ukraine a montré, alors que Zelensky se vantait de pouvoir aligner 1 million d'hommes, qu'ils arrivent difficilement à mettre 150 000 hommes sur le terrain. Les Russes ont déjà près de 200 000 hommes sur les zones du Donbass. Et il est peu probable que l'Ukraine, même si elle tentait une offensive, une percée quelconque d'ailleurs, puisse obtenir des résultats. Il ne reste donc que les actions terroristes, des actions d'assassinat ciblés, mais malheureusement, ça donne une très mauvaise image à l'État ukrainien, parce que tant qu'on est sur ce qu'on appelle une guerre conventionnelle d'armée avec armée, même si les guerres restent une barbarie, ça reste acceptable sur le plan de la communauté internationale. Par contre, dès qu'on commence à passer à des attaques terroristes, c'est plus compliqué à accepter, parce que le terrorisme a laissé de lourdes traces en Occident, et qu'il est difficile de vendre l'idée qu'un État, même s'il a été agressé, c'est le sentiment général en Ukraine, on peut le comprendre, difficile de vendre que les actions aussi tordues que des actes terroristes ou des assassinats puissent être acceptés. C'est pas les premiers, on se rappelle de Daria Dugin, on se rappelle de différents blogueurs qui ont été assassinés par l'explosion de bombes, mais là on est sur une autre vision. Tenter d'assassiner le président de la région d'Ukraine, c'est donner un signal fort à la Russie qu'ils sont capables de toucher qui ils veulent où ils veulent. Sur un plan politique, ça a peut-être un sens, mais sur un plan opérationnel militaire, c'est parfaitement inutile. Par contre, les Ukrainiens doivent démontrer aux Occidentaux qu'ils ont des résultats, alors ils vont passer par toutes les méthodes, dont celle-ci en particulier. Nous ne saurons pas ce que ça donnera par la suite, mais dans tous les cas de figure, aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir, est-ce que la guerre est perdue? Je pense que oui. Est-ce que les Ukrainiens sont obligés de passer par d'autres méthodes parce que le frontal, c'est plus possible? Oui. Et surtout, est-ce que les Américains avaient l'intention d'aider réellement les Ukrainiens? On se rend compte que non, puisque les fameux F-16 qu'ils avaient promis dès le début de la guerre ne seront livrés, semble-t-il, qu'après la guerre, puisqu'ils proposent une livraison en 2024, donc après le gel des opérations d'été. Ça veut dire pas de guerre. Merci à vous, à Gamal Abina. Mesdames, Messieurs, c'est cet extrait de Gamal Abina que nous allons nous donner rendez-vous demain pour une autre édition de l'information. Quant à nous, nous vous souhaitons de rester en compagnie des programmes de la télévision panafricaine. Ne manquez pas, juste après, ce sera votre programme de santé. Et après, Africa Foot présenté par Fabrice Ngo.